Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors je vous retrouve pour ce deuxième volet pour en finir avec les étiquettes. J'ai déjà fait une première vidéo sur les fonctionnements HPI, l'hypersensibilité, que je vous laisse aller regarder si vous le souhaitez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Amandine Potier, je suis thérapeute holistique, alchimiste. Alchimiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire justement qu'on prend ce qui est lourd et dense et qu'on va venir le transmuter, le transformer en quelque chose de plus vibrant et de plus léger, que ça soit au point des soins, enfin en utilisant les soins énergétiques, que ce soit en utilisant la vibration des mots, que ce soit sous forme de stage, etc. C'est la guérison au sens large. C'est transformer le plomb en or. Et mon métier d'origine, c'est psychologue, d'où les vidéos que je vous propose dans cet espace. Et vous savez que maintenant, j'allie spiritualité et psychologie dans ma compréhension du monde, dans mon prisme de lecture. Et c'est à travers ce prisme de lecture-là que je vous partage mes sensations, mes impressions, ce que je canalise et ce que je capte en termes d'énergie. Et c'est par ce prisme-là que je vous propose de regarder les choses. Si bien sûr ça ne vous parle pas, ça n'est absolument pas grave. Je ne détiens aucune vérité et vos capacités de discernement sont extrêmement importantes. Il n'y a que ce qui résonne pour vous qui est juste pour vous. Encore une fois, il y a autant de vérité que d'êtres humains. Donc aujourd'hui, pour en finir avec les étiquettes, j'ai envie de vous parler des enfants qu'on appelle les enfants 10. Dyslexiques, dysorthographiques, etc., etc., mais aussi des troubles de l'attention chez l'enfant, des troubles de mémoire chez l'enfant, des troubles de comportement chez l'enfant, etc., 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 c'est-à-dire des étiquettes qu'on peut coller à nos enfants, des étiquettes de pathologie. Alors, je voudrais partir d'un simple constat, donc mon métier d'origine étant psychologue, bien évidemment que j'ai eu un certain nombre de séances avec des enfants et que j'ai été amenée à travailler avec d'autres professionnels de la santé autour de l'enfance et de la parentalité. Et le constat est sans appel pour chacun des professionnels que nous sommes, c'est il y a de plus en plus de pathologies infantiles. Les enfants sont de plus en plus malades. Je rigole, c'est pas drôle. Hein. Mais le premier constat, c'est ça, c'est qu'on n'a jamais vu autant de troubles chez l'enfant. Donc à partir de ce simple constat, on peut se poser la question. Soit on voit les choses d'une manière, la première façon de voir les choses, c'est il y a de plus en plus de pathologies chez les enfants, pourquoi? Soit on voit les choses en se disant, mais alors attends, si les enfants sont de plus en plus malades, en fait, est-ce que ce ne serait pas nous qui sommes de moins en moins ajustés à ce qu'ils sont? Où est la pathologie en fait? Est-ce que c'est celui qui regarde qui peut émettre l'idée que c'est pathologique? Ou est-ce que c'est celui qui le vit? Enfin, est-ce que voilà, où est-ce que se trouve l'aspect le plus pathologique? Est-ce que parce qu'on est professionnel du soin et de la santé et qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ont des difficultés d'attention, de concentration et de mémoire, est-ce que du coup ce sont les enfants qui ne vont pas bien? Ou est-ce que c'est notre société qui est malade? C'est une vraie question. Alors c'est un peu des deux, j'ai envie de vous dire. Non pas qu'il y ait de plus en plus d'enfants malades, mais encore une fois, vous connaissez un petit peu maintenant mon prisme de lecture, ma façon de regarder le monde aujourd'hui. Et ma façon de regarder le monde, eh bien, c'est toujours dans cette idée de dire, ok, on est en transformation, le monde est en changement. On passe sur un plan de conscience plus élevé. Sur ce plan de conscience plus élevé, il va bien falloir qu'on change les choses à un moment donné, le changement commençant par soi-même. Le changement n'arrivera pas de l'extérieur, il va arriver, voilà, l'individu plus l'individu plus l'individu qui œuvre à se comprendre lui-même et à transformer le monde va faire qu'à un moment donné, le collectif changera. Et donc, dans notre plan d'âme, dans notre trajectoire d'âme, qui sont ces enfants qui arrivent maintenant? Ces enfants qui arrivent maintenant arrivent déjà avec un cerveau, non pas 2.0, mais 4.0. Ce sont des enfants extrêmement sensibles, qui captent l'information extrêmement bien. Et donc, ils sont très sujets aux émotions et ils sont très sujets à l'incompréhension totale et au refus
de cette société dans laquelle ils vivent et de cette société qu'on leur propose. Pourquoi? Parce que leur âme est venue s'incarner ici maintenant pour que les choses changent, pour que les choses bougent. Alors, on ne peut plus attendre d'eux d'être l'enfant sage qui ne bouge pas à l'école derrière un pupitre et derrière un enseignement qui, fort heureusement, grâce à certains enseignants, alors je parle bien sûr des écoles alternatives, des écoles de la forêt, ce qu'on appelle école Montessori, pour n'en citer que ou Freinet, méthode Freinet, etc. Bien sûr, il y a ça, mais il y a aussi tous les enseignants de l'éducation nationale qui ont conscience que tout cela est obsolète et qui essaient comme ils peuvent, avec des règles extrêmement strictes, parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut dans l'éducation nationale, hein, quand on est au cœur de l'institution. Changer l'institution depuis l'intérieur est quelque chose d'extrêmement compliqué parce qu'on fait face à un déplacement de montagne. Et donc je remercie tous ces enseignants qui ont compris que demander à tous les enfants la même chose, c'était juste pas possible parce qu'on est tous différents. Et il y a de plus en plus d'enseignants qui comprennent ça, mais qui ont du mal à le mettre en œuvre parce qu'évidemment, quand on a un groupe de 30 et qu'on a des directives de l'éducation nationale qui sont des directives de masse, tout le monde doit apprendre de la même façon et tout le monde doit apprendre la même chose. Regardez simplement le programme classe par classe. Il y a ce qu'on doit savoir à la fin de l'année. Et c'est la même chose pour tout le monde. Or, on n'a pas tous les mêmes capacités à se développer, on n'a pas tous les mêmes centres d'intérêt, et il y a des choses qui sont importantes de comprendre dans la vie et d'expérimenter. Par exemple, comprendre ses émotions, gérer ses émotions, se positionner dans la relation à l'autre, etc. etc. Et ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément, voire pas du tout à l'école. Le fonctionnement du monde aussi, les règles énergétiques. Qu'est-ce qui se passe sur le plan énergétique? Ça me paraîtrait être indispensable à être enseigné aux enfants. Parce que c'est à partir de ces règles énergétiques qu'on met des choses en place dans notre monde de densité et de matière. Bref, on n'apprend pas aux enfants à être responsables d'eux-mêmes et à se gérer eux-mêmes. Comment voulez-vous que les adultes puissent le faire ensuite? C'était ma petite aparté. Donc, bien sûr qu'il y a des troubles de l'attention, des troubles de la concentration. Pourquoi? Parce que ces enfants qui viennent avec leur cerveau 4.0 ouvert sur le monde et qui voient les choses sans être dans notre prisme de lecture à nous qui est étriqué, eh bien, ils viennent nous dire, mais ça va pas, votre fonctionnement ne va pas. Je suis un enfant, je suis fait pour bouger, je ne suis pas fait pour écouter des choses qui ne m'intéressent pas pendant un laps de temps conséquent. Je ne suis pas fait pour ne pas bouger derrière un bureau. D'ailleurs, au niveau neuroscientifique, on sait pertinemment aujourd'hui que l'apprentissage se déroule beaucoup plus facilement lorsqu'on est en mouvement. Par exemple, apprendre un cours de maths ou un cours d'histoire quand on fait du sport, c'est l'idéal, ou quand on écoute de la musique, etc. etc. Encore que, on ne fonctionne pas tous de la même manière, à chacun de trouver son propre décodage. Et l'école devrait être faite pour ça, pour nous apprendre à être notre propre décodeur, pour faciliter cela. Pourquoi un enfant, il n'est pas... Alors, on est dans cette peur que si jamais on ne disait pas à l'enfant ce qu'il faut qu'il apprenne ou ce qu'il faut qu'il fasse, il n'apprendrait rien du tout. Rien n'est plus faux. Un enfant qui vient au monde, il est sans cesse en apprentissage. Un enfant, il est par définition curieux. Regardez le bébé, il va regarder partout autour de lui les couleurs, regarder, il va vouloir comprendre comment fonctionnent les formes, les jeux d'emboîtement, etc. Il est en apprentissage permanent. Un enfant, ce qu'il aime faire, c'est observer le fonctionnement des adultes. Pourquoi? Parce qu'il apprend. Il apprend beaucoup de choses, alors il se dit qu'il y a des choses qui sont compréhensibles et puis d'autres pas du tout. Un enfant, il a envie d'apprendre à lire, il a envie de pouvoir décrypter les choses, y compris quand il ne sait pas encore lire. Simplement, c'est comme nous en fait, mais quand on est dans une réunion institutionnelle où on parle sans parler des vraies choses et où on met en place des projets dont on sait pertinemment qu'ils ne verront jamais le jour parce qu'on ne parle pas au bon endroit, ben c'est exactement ce que vit un enfant à l'école à certains moments. Ça ne veut pas dire que l'enseignant est mauvais, ça veut simplement dire qu'on ne fonctionne pas tous pareil, qu'on n'a pas tous le même intérêt et que c'est illusoire de demander à tout le monde de faire ça. Alors vous allez me dire, oui mais pourquoi les enfants avant, ils faisaient ce qu'on leur demandait et pourquoi ils font plus maintenant? Avant, il n'y avait pas de problème de discipline, avant il n'y avait pas de problème de respect, et puis avant ils apprenaient.
Et puis l'adulte était en posture d'autorité et ça fonctionnait très bien. Aujourd'hui, tout part à volo, les adultes n'ont plus d'autorité, les parents n'ont pas d'autorité, donc les enseignants non plus, et puis c'est pas le rôle des enseignants, etc. etc. Ok. Pourquoi ça fonctionnait avant? Parce qu'on était sous le sceau de la peur. Les enfants ne mouftaient pas parce que simplement, ils se faisaient tabasser par l'enseignant ou par le parent si on ne faisait pas comme ils voulaient. C'était ça, le monde d'avant. Euh, Maintenant, on est en train de changer de système, on est en train de changer de fonctionnement. Et vous aurez remarqué que les enfants réagissent de moins en moins à la peur. Alors, émotionnellement, dans leur développement psycho-affectif, bien sûr qu'il y a encore des enjeux de peur. Bien sûr qu'un enfant, il a besoin de sécurité pour évoluer. Il a besoin de sécurité, mais pas d'être étouffé, pas d'être enfermé. Il a besoin d'être dans sa liberté. Et qui dit liberté, dit cadre. C'est pas parce qu'un enfant est libre d'expérimenter qu'il n'a pas un périmètre de sécurité, qu'il n'a pas un cadre. Okay. Donc les enfants qui arrivent aujourd'hui viennent remettre tout ça en question. Donc bien évidemment, on va assister à de plus en plus de troubles de la concentration, troubles de l'attention, troubles de la mémoire. Les enfants, je n'ai pas parlé des enfants autistes ou à spectre autistique, mais c'est la même chose, c'est-à-dire qu'ils viennent aussi nous apprendre des choses. Ils ont un fonctionnement différent, d'ailleurs, ils sont extrêmement sensibles, ces enfants-là, et réactifs à toute stimulation extérieure. Et on a beaucoup à apprendre, les enfants autistes ou le spectre autistique. On a énormément à apprendre de ces enfants-là parce qu'ils fonctionnent différemment, mais ils nous montrent comment on peut fonctionner aussi. Sur le plan de l'âme, ce sont des enfants qui sont extrêmement évolués, qui ont une extrême sensibilité, mais qui savent en faire quelque chose en fait. Nous, on n'a pas tout compris à ce sujet-là. Donc on va assister à de plus en plus de ces troubles-là. Alors, le choix qu'on a à faire, c'est se dire quoi? Ok, est-ce que je vais accepter de mettre un tampon de pathologie sur bientôt 100% des enfants? Ou est-ce que je vais accepter de me remettre en question en tant qu'adulte dans ma perception des enfants pour me dire, ok, qu'est-ce qu'il ou elle est en train de me montrer là? Car en réalité, les enfants sont nos enseignants. Leurs âmes sont plus évoluées que la nôtre pour les enfants qui arrivent en ce moment, et nous avons à prendre exemple sur eux. Ce sont eux qui montrent le chemin. Nous, on a juste l'expérience et la maturité, on a juste l'expérience de vie qui permet d'offrir un cadre, qui permet d'offrir de l'amour, de la confiance et un cadre de liberté. C'est-à-dire à poser des règles parce que l'enfant a besoin de certaines règles, ça ne veut pas dire qu'il a le droit de faire n'importe quoi, mais dans cet espace de règles, il doit pouvoir se mouvoir librement. Et c'est ça notre rôle d'adulte. Et quand on leur offre tout ça, on n'a plus qu'à les observer et ce sont eux qui nous guident, qui nous entraînent sur ce que nous avons à comprendre de nous-mêmes. Ce sont de formidables miroirs. Vous remarquerez qu'ils posent extrêmement souvent la question de pourquoi on fait ça et que la fameuse réponse parce que ne tient plus du tout. Et si au lieu de juste répondre parce que c'est comme ça, si on se posait la question de oui effectivement pourquoi je fais ça comme ça, pourquoi je lui dis que c'est comme ça qu'on doit faire? Est-ce que c'est parce qu'il y a une valeur sous-jacente pour moi? Est-ce qu'il y a un sens profond à ça? Ou est-ce que je fais comme ça parce que j'ai toujours eu l'habitude de fonctionner comme ça et qu'on m'a dit qu'un adulte c'était comme ça et qu'un enfant c'était comme ça et qu'il fallait avoir l'autorité sur ses enfants? Pourquoi? De quel espace, à partir de quel espace de moi-même je pars pour dire c'est comme ça ou comme ça? Donc là encore, sortons des étiquettes avec les enfants, ils n'ont rien de pathologique. La pathologie, c'est plutôt nous dans ce qu'on leur demande. Les troubles du comportement, c'est un petit peu la même chose. Alors je ne dis pas que c'est normal, hein, alors pas au sens de la norme, mais quand un enfant a un comportement qui peut paraître inadapté, c'est qu'il y a un message derrière. Si on ne comprend pas le message, et si on n'en fait pas quelque chose, il va continuer à avoir ce comportement qui en fait n'est pas tant inadapté que ça, mais qui nous dérange en fait. Ils sont là pour nous déranger, ils sont là pour nous bousculer. Et en fait, nous, pour l'instant, on répond en termes de diagnostic, de pathologie, de médication. Et faut le sortir du système scolaire, faut faire autre chose, etc.
parce que ça lui convient pas. Bah, évidemment que ça lui convient pas. Évidemment, puisqu'il a déjà compris des choses que nous, on est en train d'apprendre. Donc ça ne peut pas convenir. Mais c'est un peu à nous de nous remettre en question par rapport à ce qui peut convenir ou ce qui ne peut ne pas convenir. Et d'ailleurs, si vous allez regarder dans vos profondeurs en tant qu'adulte, il y a fort à parier que vous ressentiez déjà tout cela. Euh, Sauf que vous étiez dans cette période d'entre-deux euh, où la peur était encore suffisante pour que vous continuiez à vous adapter. Il y a des enfants qui continuent à s'adapter beaucoup aujourd'hui. Des enfants qui sont assez timides, assez réservés, extrêmement empathiques euh, et qui vont jouer au caméléon. Donc ça rejoint la première vidéo que j'ai faite là sur l'hypersensibilité et les fonctionnements HPI. Bien sûr qu'il y a encore des enfants comme ça. Parce qu'ils ont cette douceur d'âme euh, qui fait que toute forme de violence extérieure est perçue comme une agression personnelle et qui vont avoir tendance à se recroqueviller en eux-mêmes. Eh bien, dans ce cas-là, observons-les et écoutons-les, donnons-leur la parole. Ils ont énormément de choses à dire, mais ils ne le font pas parce qu'ils ne sont pas écoutés ou pas entendus ou pas reçus. C'est-à-dire qu'on va leur dire oui, oui, mais tu te fais des films, oui, oui, mais tu te fais des idées. Non, mais t'inquiète pas. Donc, si on prenait le temps de les écouter vraiment profondément dans ce qu'ils ont à dire, ils vous diraient tout un tas de choses extrêmement intéressantes, notamment qui communiquent avec les animaux, par exemple, notamment qui parlent avec les plantes et que les plantes leur répondent, notamment qu'ils ont compris qu'en fait, les cailloux avaient une vie, etc., etc., etc. On peut être absolument bluffé. Simplement, ces enfants-là ont compris que les adultes n'étaient pas toujours très mûrs pour entendre ça et pour le recevoir, donc ils se ferment à un moment donné et ils n'expriment plus rien. Voilà. Donc sortons de ces étiquettes de troubles de l'attention, de la concentration, de la mémoire. Un enfant, il n'a pas ce genre de trouble-là. Euh, c'est simplement qu'on lui demande de regarder un endroit où il n'a pas envie de regarder parce que il est encore, lui, dans sa vibration de joie, dans sa vibration d'intérêt pour le monde, d'intérêt pour les choses. Et si on ne le nourrit pas de ce côté-là, eh bien, il risque de s'éteindre. Donc prenons garde à ce que nos enfants ne s'éteignent pas, puisque ce sont eux qui vont prendre le relais pour ce nouveau monde que nous sommes en train de construire. Donc veillons à les accompagner et à sortir de toute forme d'étiquette. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Si vous êtes intéressé par mon travail, eh bien, sachez que je propose aussi des séances individuelles en présentiel ou à distance pour arriver pour vous accompagner en fait sur ce cheminement personnel et spirituel pour vous, vous aider à vous retrouver vous-même et à vous positionner au plus juste pour vous et pour les autres dans ce monde. À très bientôt.